Dans l'épisode précédent de Folie médiévale, nous avons examiné certains des pires emplois disponibles à l'époque médiévale. Cela incluait des emplois tels que le fermier de gong, le bourreau, le tanneur et les collecteurs de sangsues. Il est temps de découvrir certains des meilleurs métiers du Moyen Âge. Bienvenue à la Folie médiévale. Au IXe siècle, le roi Alfred, le Grand de Grande-Bretagne, a fait traduire le livre La Consolation de la philosophie en vieil anglais. Le livre soutenait que le mouvement céleste des étoiles pouvait influencer les événements sur Terre. Cela signifiait que l'astrologie pouvait influencer tous les aspects de la vie humaine. L'astrologue médiéval utilisait le ciel comme référence, ainsi que les modèles météorologiques et le cycle des saisons. On pensait que cela pouvait aider à comprendre les complexités de l'agriculture, comme quand et où planter les cultures pour obtenir la meilleure récolte. Et il y avait des théories conflictuelles englobant l'astrologie. Certains prétendaient que la Lune tournait autour de la Terre, d'autres que la Terre tournait autour du Soleil. Une des raisons du voyage de Colomb en 1492 vers les Amériques était de réfuter la théorie de la Terre plate, il y a plus de 500 ans. Les astrologues étaient considérés comme des érudits et étaient loués dans les cercles académiques. Ils donnaient des conseils tels que quand acheter des chevaux ou des terres, quand il était préférable de prendre des médicaments pour les jambes ou d'avoir des rapports sexuels, si l'on devait faire un long voyage cette semaine ou même s'il devait prendre un bain. L'astrologie était une partie vitale de la médecine, et les médecins croyaient que les signes du zodiaque contrôlaient différentes parties du corps et les traitements. On croyait que la saignée était plus réussie si la Lune était dans une certaine constellation. Jusqu'au XVIIIe siècle, certaines universités n'autorisaient pas un médecin à se qualifier à moins qu'il n'ait réussi un examen en astrologie. Le christianisme dominait la vie des personnes vivant dans la plupart des pays européens pendant le Moyen Âge. Être membre du clergé était donc toujours un bon choix. Tout le monde craignait Dieu et obéissait aux lois de l'Église. Même le roi et ses nobles, qui donnaient beaucoup de terres et d'argent à l'Église. Les cardinaux et les évêques étaient nommés par le pape lui-même et étaient souvent les fils cadets de nobles puissants. Mais même les membres du clergé de rang inférieur étaient dans la classe juste en dessous des chevaliers. Les prêtres et les moines étaient exemptés d'impôts. Ils étaient payés par leurs paroissiens sous forme de dîmes, qui représentaient un dixième de ce qu'ils avaient, que ce soit des récoltes, de l'argent ou d'autres biens. Dans les monastères, l'argent servait à acheter des livres et des bougies nécessaires aux scribes, travaillant dans le scriptorium. Ils étaient spécialement formés pour faire des copies de manuscrits en latin, hébreu et grec, parfois sans même comprendre la langue. Les textes étaient généralement écrits en calligraphie et contenaient de belles illustrations. Copier une Bible pouvait prendre plus d'1 an. Plus le statut était élevé, meilleure était la qualité de vie qu'un homme ou une femme de l'Église pouvait espérer recevoir. Les cardinaux et les évêques menaient des vies très privilégiées. Dans l'ensemble, même les ordres inférieurs du clergé bénéficiaient d'un lieu de vie sécurisé et d'un approvisionnement régulier en nourriture, qui était généralement de meilleure qualité que celle à laquelle la plupart de la société médiévale était habituée. Bien que le métier d'aubergiste comportait beaucoup de responsabilités, c'était aussi une occupation très lucrative. Voyager pendant les XIVe et XVe siècles est devenu assez courant. De nombreuses routes étaient en mauvais état et parfois même inaccessibles pour les grands chariots chargés, qui étaient également vulnérables aux hors-la-loi et aux voleurs. Il était plus facile et plus sûr de voyager soit à pied, soit de préférence à cheval. La plupart des voyageurs trouvaient la sécurité en nombre et se déplaçaient en groupe pendant la journée car il y avait de longues sections de forêt entre les villes et les villages. Cette incapacité à dormir en sécurité à l'extérieur a conduit à la demande pour les brasseries et les auberges. L'auberge d'une ville jouait un rôle essentiel dans l'économie et le bien-être social d'une communauté. Situées au centre, sur la place de la ville ou à un carrefour de routes commerciales, les auberges deviennent souvent un point de repère régional. Au Moyen Âge, les auberges se focalisaient sur la nourriture et l'hébergement, alors que les tavernes, détenues par un brasseur ou un vigneron, se concentraient sur la livraison d'une provision constante de boissons. La nourriture consistait souvent en du pain et du fromage, ou un simple ragoût connu sous le nom de potage.
Les vins et les bières étaient généralement produits localement ou fabriqués sur place. L'agencement de l'auberge se composait généralement d'une salle, d'une cuisine et d'écurie, d'un logement privé pour l'aubergiste et d'une pièce avec plusieurs lits de paille connue sous le nom de chambre. Il pouvait également y avoir une pièce privée qui pouvait être louée à des guildes locales pour des fonctions privées. Les auberges étaient soumises à de lourdes taxes par le seigneur local. Les chambres et les espaces communs devaient être entretenus pour fournir un service de bonne qualité. L'aubergiste était également responsable de la qualité des produits offerts à ses clients et d'un certain niveau de sécurité, car les tavernes pouvaient souvent être des lieux violents. De nombreux aubergistes employaient des gardes qui faisaient payer aux clients des frais d'entrée pour couvrir les dommages potentiels lors de leur visite. Le mot moderne « videur » provient de la pratique des gardes d'auberge qui faisaient rebondir une pièce sur un morceau de bois humide pour vérifier si elle était fausse ou non. Les auberges servaient de centre névralgique pour les rencontres, la socialisation et les activités politiques et culturelles. Il n'était pas inhabituel que des soulèvements commencent ici, comme la révolte des paysans en Angleterre en 1381. Toutes ces affaires lucratives ont rapporté beaucoup d'argent à l'aubergiste. Il était généralement l'un des hommes les plus riches et influents de la ville. Beaucoup étaient impliqués dans le commerce et les affaires, agissant comme courtiers pour les revendeurs et marchands et siégeant souvent aux conseils locaux. Peu de temps après la première croisade en 1099, plusieurs ordres militaires de chevalerie ont été fondés, tels que les chevaliers hospitaliers et les chevaliers templiers, mais à la fin de la période médiévale, le titre était devenu synonyme des idéaux de la chevalerie et du guerrier parfait. Un chevalier débuterait sa formation comme page. Il devait être de naissance noble, généralement fils de seigneur ou chevalier. Seulement dans de rares cas, un roturier était adoubé, généralement en récompense pour une bravoure militaire exceptionnelle. Dès leur plus jeune âge, ils étaient formés à l'étiquette et recevaient une éducation de base jusqu'à l'âge de 7 ans. Ensuite, ils étaient confiés aux soins d'un seigneur et recevaient le titre de page. La formation dans des compétences telles que le tir à l'arc, l'escrime, le combat et la joute à dos de cochon se poursuivait jusqu'à l'âge de 14 ans, moment où ils étaient promus écuyers. La formation à la chevalerie était désormais bien plus périlleuse. On s'attendait à ce que les écuyers assistent les chevaliers plus âgés pendant les batailles en nettoyant et en portant l'armure, ainsi qu'en s'occupant des chevaux et en emballant les affaires. Une formation à la guerre de siège et de château, qui était courante pendant la période médiévale, était nécessaire. Il était important de capturer un château ennemi afin de faire tomber leur base de pouvoir, donc les écuyers apprenaient les armes utilisées dans la guerre de siège, ainsi que les stratégies et les processus utilisés. Les règles chevaleresques devaient être respectées, donc des tentatives de trêve étaient toujours menées avant le début des hostilités. La défense d'un château était également enseignée, ainsi que les conceptions de châteaux telles que les plans et les pièges, et l'attaque était étudiée avec les armes utilisées comme le bélier, le trébuchet, le balustre et le mangonneau. Il était également important d'apprendre à bien grimper pour l'escalade des murs. L'armure était très chère et devait être spécialement conçue pour s'adapter. Une armure mal ajustée ralentirait un chevalier au combat. Au début, les vêtements étaient faits de plaques de fer et de mailles, mais cela a été révisé pour l'armure de plaque à la fin du XIIIe siècle et l'armure de plaque complète au XVe. Même les chevaux seraient équipés d'armure pour se protéger sur le champ de bataille. Pendant le combat corps à corps, des gatling seraient utilisés, qui étaient des pointes fixées sur les articulations des gantelets d'un chevalier. Généralement, un poignard, connu sous le nom de rondelle, serait porté à sa ceinture, ainsi qu'une épée large. À cheval, il porterait un bouclier portant le blason familial, et dans l'autre main, une lance. Les chevaliers pratiqueraient leurs compétences lors de joutes et de tournois dans une série de combats en mêlée armée, à pied ou en combat monté. C'était dangereux, mais l'argent du prix était généralement assez bon et gardait les chevaliers préparés pour la véritable guerre. Les concours rassemblaient des centaines de spectateurs venus admirer le faste et la cérémonie lors d'événements palpitants. Dans la société européenne, les chevaliers médiévaux occupaient une position d'élite. Durant la bataille, ils étaient craints et protégés. Hors combat, on les considérait comme les citoyens les plus à la mode et courtois. Comme c'est le cas aujourd'hui, les emplois et les professions dictaient la qualité de la vie au Moyen Âge. Ceux qui avaient de la richesse, du statut et du pouvoir étaient beaucoup plus susceptibles de profiter de leur existence, même avec l'ombre omniprésente de la maladie et de la mort qui existait à l'époque médiévale.
Merci d'avoir regardé cet épisode de Folie médiévale. Abonnez-vous si vous aimez et cliquez sur la cloche pour être alerté des nouvelles vidéos hebdomadaires.